Voilà, donc je vais finir cette troisième partie sur la viande. C'est un peu long, je suis désolé. Je sais pas s'il y a grand monde qui va aller jusqu'à la troisième partie, mais bon. Alors j'ai oublié un truc, là je devais parler de l'écologie, mais pour finir pour la santé, j'ai oublié un truc. C'est de dire qu'en fait, il a été un peu oublié à quel point la viande a joué un rôle important dans notre monde moderne. On dit souvent, un des arguments des anti-viandes, c'est que l'explosion de la consommation de viande est assez récente. Et c'est vrai, c'est parfaitement vrai. Si on remonte quelques siècles en avant, les gens mangeaient très peu de viande, voire pas du tout. Ce qu'ils oublient de dire, ces gens-là, ces anti-viandes, c'est qu'en fait, les gens qui, il y a un ou deux siècles, comme tout le monde le sait, ils étaient en très mauvaise santé. Les maladies, notamment les maladies infectieuses, étaient très répandues. La durée de vie était très courte, beaucoup de gens mouraient très jeunes. Et c'était, en fait, on peut voir ça comme une régulation naturelle d'une population mal nourrie, en déséquilibre avec son environnement, et qui n'a pas accès à assez de nourriture. Ces gens-là étaient, en fait, avaient une nourriture souvent sous forme de bouillie, notamment qu'on donnait parfois aux enfants même, et il y avait un taux de mortalité effroyable. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent que, notamment j'en ai trouvé une sur PLOS concernant la tuberculose, qui montre que par exemple quand on diminue les rations de protéines en dessous de la normale chez pas mal d'animaux, on obtient des taux d'infection beaucoup plus forts concernant les maladies telles la tuberculose, etc. Ce qui explique la prévalence de la tuberculose dans les sociétés mal nourries, qui était le cas des sociétés agricoles jusqu'à très récemment. En fait, il y a toujours eu un déséquilibre de population, il y a toujours eu beaucoup trop de population par rapport, comme je l'ai expliqué dans le truc sur la démographie, il y a eu beaucoup trop de population par rapport aux ressources en permanence. Le truc de Malthus l'a montré, et il n'y a que récemment, il y a une explosion grâce à l'azote synthétique, une explosion de la possibilité de la production de viande et de la production de... Bon, ça a démarré avant l'azote synthétique. En fait, ça a démarré lors de la révolution agricole anglaise, qui a réintroduit des cultures de rotation et a ramené le bétail justement sur les terres, permettant une conversion plus rapide des déchets azotés, des déchets végétaux, en azote utilisable. Donc déjà à ce niveau-là, il y a une réintroduction de la viande par la Révolution anglaise qui a permis une explosion de la population et le début de la montée de l'espérance de vie. Ensuite, dans les cultures de rotation, ils ont introduit les légumineuses, qui a aussi accéléré encore plus la disponibilité de l'azote dans le schéma de culture. Donc, cet azote est encore plus transformé, plus vite par le fait que les bétails l'a brouté et l'a déféqué. Donc, en fait, il y a eu une augmentation récente de la viande, et cette augmentation de la viande correspond à une augmentation de l'espérance de vie. Et il est de plus en plus admis que l'espérance de vie a commencé à augmenter largement avant les progrès de la chirurgie. Certains disent qu'avant 1905, il ne valait mieux pas aller voir son médecin, sinon on avait beaucoup plus de chances de mourir. Après 1905, la chirurgie commence à faire de vrais progrès. Donc les gens vivent plus longtemps à cause de la chirurgie, mais les premières grandes montées de l'espérance de vie, et ça a continué après, c'est l'hygiène, d'une part, donc le fait que les gens ne vivent plus les uns sur les autres, et la possibilité de manger correctement des protéines. Donc, en fait, les rations... Alors, moi, ce qu'on m'a raconté, par exemple, dans ma famille, c'est qu'effectivement, du temps de mes grands-parents, ils mangeaient assez peu de viande, que c'était réservé aux mâles qui travaillaient dur à la mine ou dans les champs. C'était les deux, ils faisaient paysans et mineurs dans la région. Et l'homme qui travaillait à la mine se réservait la part de viande. Et les enfants, effectivement, mangeaient peu de viande. Mais ils étaient petits. Hein, et parfois, ils étaient malades aussi. Et donc, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était aussi des familles très nombreuses. C'était des familles de 5 enfants. Donc, effectivement, élever des poulets pour 5 personnes, c'est compliqué. C'est pas forcément qu'un problème de ressources, c'est un problème d'espace, de temps.
de temps ça demande du temps d'élever beaucoup d'animaux, et quand on a beaucoup d'enfants et de parents, et en plus ils sont obligés de travailler, donc forcément les enfants mangent assez peu de viande. Donc c'est un problème de population autant que de ressources, et donc ces gens mangeaient peu de viande parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc c'est pas parce que c'était bon et qu'ils avaient intrinsèquement vu que c'était un régime plus naturel. Donc quand les végétariens parlent d'un passé agricole où on mangeait peu de viande, c'est pas une bonne référence pour parler de santé. Par contre, si on remonte plus tôt dans l'évolution humaine, on s'aperçoit que les gens mangeaient beaucoup plus de viande avant, l'extension et l'intensification de l'agriculture, et que à ce moment-là, ils avaient par contre une santé et une espérance de vie un peu plus longue. Donc, et ils avaient une bien meilleure santé puisqu'ils avaient une taille qui était similaire souvent à la nôtre actuelle. Donc c'est et une structure osseuse beaucoup plus puissante et moins de fractures, etc. et moins de maladies dégénératives. Donc c'est vraiment tout porte à croire que la consommation de viande correspond à un progrès, au niveau de l'état de santé des populations. Et donc, vouloir revenir à un niveau où, prôner l'absence de viande pour tous comme un nirvana, diététique et social, à mon avis, c'est quelque chose d'excessivement dangereux, parce qu'on va revenir à une situation antérieure où justement le progrès social correspondait à ce que ce ne soit plus seulement les nobles, les grands fils de nobles, donc grands non seulement, mais aussi par la taille, ce que la viande soit réservée à une élite, ce qui a toujours été le privilège des nobles, qui eux savaient très bien que la viande était quand même quelque chose d'intéressant, et que c'était devenu justement, c'était popularisé, et penser que revenir à une situation antérieure où la viande ne soit plus accessible aux couches pauvres de la population, c'est une régression. Et on ne pourra pas dire le contraire. Donc c'est le risque des végétariens dans leur combat politique, c'est de créer une société de recréer une société de pénurie pour la masse, de recréer un état de santé misérable pour des gens qui n'auront pas accès à des choses compliquées de diététique végétarienne high-tech, mais qui avec des compléments, mais qui seront par contre concrètement dans un état de pénurie carnée, ce qui va probablement arriver, parce que les techniques industrielles de production de viande vont buter sur des réalités matérielles, ne pourront pas suivre, passer à la population, et il n'y aura plus assez de pétrole, etc. Il y aura tellement de problèmes de déchets, etc., que c'est un fait. Mais ne penser que c'est la viande le problème, c'est risquer intrinsèquement, et non pas la façon dont elle est produite, c'est-à-dire ne pas, donc ça j'y reviendrai, c'est une façon détournée de ne pas voir le centre du problème, qui est non pas la viande, mais qui est l'industrie agroalimentaire. C'est ça le problème de fond. L'industrie agroalimentaire ne sera plus capable de nourrir correctement les hommes. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, elle a pu, moyennant des trucs chimiques bien dégueulasses, faire de l'azote de synthèse en masse, et faire que, au moins du niveau azoté, les hommes ont pu grandir, ils ont des tailles, même en Chine, tout ça, tout le monde grandit. Bon, est-ce que c'est vraiment un bien? Je sais pas, mais en tout cas, physiquement, ce sont pas des gens qui tombent malades facilement quand même. Aujourd'hui, on a des taux de prévalence infectieux assez faibles, comparé à autrefois. Et le risque, c'est justement de revenir à une situation antérieure. On aura une masse de gens mal nourris, ce seront les pauvres, et par contre des riches qui eux soit auront des compléments alimentaires coûteux, qui leur permettra de tricher, et tout en se prétendant végétariens comme les autres, soit en n'étant pas végétariens, continueront à manger de la viande, ce qui sera un luxe. Et le risque, c'est ça, c'est d'arriver à cliver une société. Donc le problème, il est d'une part de voir qu'il y a un problème démographique de fond, et ça ils n'en parlent pas. Les végétariens, pour eux, souvent ce sont des gens qui ne voient pas le problème démographique, qui n'abordent pas. Et le second problème, c'est le problème industriel, c'est-à-dire que les deux sont liés, donc l'industrie étant permettant justement à cette expansion démographique. Sans industrie, il n'y aurait pas eu d'expansion démographique, elle s'arrêterait. Du jour au lendemain, les gens seraient
forcés de reconnaître qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup d'enfants parce qu'ils n'ont pas la capacité, c'est trop de travail de les nourrir s'il n'y a pas une société industrielle qui donne une impression d'abondance factice. Donc voilà, donc le risque est là, et le risque est profond, et c'est ça le danger. Et le danger, c'est qu'en fait, c'est pourquoi ce débat végétarien remis sur le truc, parce que c'est une façon de détourner le cœur du problème en le travestissant en un combat moral, et de voir un combat moral et d'éliminer la dimension sociale d'une part, et la réelle dimension écologique et sociale qui est que en fait social, moi j'aime pas trop le mot social, mais disons de voir le problème, de ne pas voir le problème de fond, qui est le problème que l'industrie agroalimentaire est dans une impasse, elle n'arrivera plus à nourrir les gens, et que elle sera peut-être obligée effectivement d'arriver à imposer une végétalisation des rations, mais c'est un drame. C'est un drame si tout le monde est obligé de bouffer du soja, ce sera un drame pour les environnements, pour les écosystèmes, et pour les êtres humains, et c'est une impasse, c'est tout. Donc le problème, c'est que c'est pas le problème des végétariens ou pas, de viande ou pas, c'est le problème de l'agriculture industrielle, qui est une agriculture qui est en faillite. Alors maintenant, je vais venir à l'écologie et montrer que s'il n'y a pas effondrement global, ou disons un effondrement rapide, comme une implosion qui tuerait... certains prévoient ça, je pense que c'est quand même assez réaliste malheureusement, j'y reviendrai. Donc s'il n'y a pas une implosion qui nous réduit en l'affaire de quelques années à quelques pourcents, et qui nous replongera un statut de chasseur-cueilleur ou de cannibale-chasseur, je ne sais pas trop, imaginons qu'il y ait donc ce que j'ai dit précédemment, qui est un effondrement qui préserve notre nombre, donc qui ne soit pas drastique, mais qui détruise les structures de l'agriculture industrielle. Auquel cas, les gens seront obligés, d'une part, de produire eux-mêmes leur nourriture localement, ou en tout cas, les structures sociales vont être complètement chamboulées, et ne pourront pas faire beaucoup d'enfants, parce que ça demandera tellement de travail, s'ils veulent garder un certain niveau de vie, que donc la démographie va descendre assez rapidement, mais sans s'effondrer du jour au lendemain. Et par ailleurs, les gens seront obligés de produire leur nourriture eux-mêmes. Est-ce que écologiquement, la viande a un sens dans ce schéma-là? Et est-ce que déjà ce schéma est possible? Moi, je pense qu'il est possible. Très honnêtement, je pense qu'il y a encore assez de ressources pour envisager de maintenir une population stable, disons pendant une génération, puis qui régresse assez rapidement en faisant 2 enfants, et même avec 2 enfants, ça va être largement en dessous ça va aller vite au niveau de renouvellement, parce que tout le monde ne fera pas des enfants ensuite, etc. Et puis, en faisant 2 enfants maximum, il y aura beaucoup de gens qui feront moins de 2 enfants, ils font qu'un seul enfant et ne font pas d'enfants. Donc, je pense que c'est possible, parce que dans une agriculture où il y a en élevant soi-même ces animaux, on s'aperçoit qu'en fait, que c'est une façon optimale, à mon avis, d'exploiter les écosystèmes, et une façon beaucoup moins destructive. C'est-à-dire que l'agriculture industrielle a permis en fait, le but de l'agriculture industrielle n'a pas été tant de produire beaucoup de nourriture que de libérer beaucoup de travail pour pouvoir l'exploiter pour autre chose. Le but de l'agriculture industrielle, c'est de maintenir la société industrielle, c'est-à-dire de maintenir une société qui produit, j'en parlerai un peu plus peut-être un jour sur la civilisation, mais en analysant encore un peu plus que ce que j'ai fait. Mais il y a eu les civilisations se sont développées, et elles se sont maintenues un peu comme dans un schéma darwiniste, par le développement final d'armées, qui ont décidé de leur succès, par exemple, les sociétés occidentales, les sociétés américaines, etc. Et plus une société est capable de dégager un travail non agricole pour former, justement, pour s'orienter vers
un travail de développement technique et notamment de développement d'armes, plus cette société s'impose et réussit dans le monde moderne. Et c'est pour ça que la société américaine est par exemple particulièrement performante. Et elle a une agriculture absolument déplorable, elle qui emploie peu de personnes, et elle a par contre une structure, une recherche liée à l'armement, plus ou moins, mais de toute façon la recherche est toujours in fine utilisable pour l'armement, et elle a un armement qui est vraiment très fort, etc. Et c'est une société qui s'est imposée partout, qui s'impose son modèle, et qui impose le respect de facto. Donc voilà, le but de l'agriculture industrielle, c'est cela, c'est pas de nourrir un maximum de personnes. D'ailleurs, dans le monde industriel actuellement, il y a un maximum de personnes qui crèvent de faim, il n'y en a jamais eu autant en nombre. Donc c'est pas son but, c'est pas son objet. Et la faillite de l'agriculture industrielle n'est pas un drame, dans la mesure où il y a encore assez de ressources pour nourrir de façon moins destructive, je pense, les personnes actuellement, à condition qu'elles exploitent non industriellement l'environnement, et que notamment elles utilisent les animaux et elles copient des schémas écologiques plus rationnels que la grosse culture qui est fondée sur beaucoup moins de travail humain. Alors c'est pas forcément un travail qui est physiquement difficile ou qui nous demandera énormément d'heures de travail par rapport au travail qu'on fournit ailleurs. C'est pas forcément mais c'est une agriculture qui demandera que chacun participe localement, notamment parce qu'on ne peut plus produire de déchets comme on produit actuellement. C'est ça un des problèmes fondamentaux de l'agriculture et du modèle industriel, c'est qu'on produit énormément de déchets dans la façon dont nous nourrissons. Par exemple, si on achète du poisson, on va balancer ça dans un compost, c'est un déchet terrible. En fait, c'est même pas composté, souvent ça part, c'est même brûlé, certains trucs alimentaires. Donc c'est évidemment un drame. Par exemple, si moi j'achète un morceau de poisson, je vais l'acheter en entier déjà. Donc je ramasse les arêtes, je les file aux poules. Quand je vais pêcher, c'est pareil, je ramasse, je file aux poules. Quand je suis chez mon père en Bretagne, tout y passe. Donc le poisson entier est trié, je le mange. Ensuite, tous les restes partent aux poules. Les poules, tous les restes alimentaires partent aux poules. Des restes alimentaires que j'ai, que ce soit les épluchures de légumes vont au lapin, il ne reste rien. Les épluchures, tout le reste part immédiatement aux poules. Et elles mangent tout. De mon sac d'ordures, il ne reste rien à part les agrumes, les morceaux d'agrumes. Tout est converti immédiatement, c'est-à-dire on va le faire de quelques jours en azote, qui est ensuite peut servir de fumure. Donc c'est un circuit extrêmement efficace. Sur une très petite surface, des poules mangent énormément d'herbes, de trucs comme ça. Donc ça c'est plus efficace que de bouffer des trucs où la moitié de la nourriture part est jetée, n'est pas valorisée et demande énormément d'énergie, etc. Donc c'est une agriculture industrielle qui est extrêmement inefficace, comparée à une agriculture où chacun participerait à la production de sa nourriture, s'occuperait d'avoir quelques poulets, s'occuperait, par exemple, dans le Gardien Van Arti qui disait, voilà, notre société, il y a trop de chômage, etc. C'est une société à trop de déchets, et il faudrait que chacun passe la moitié de son temps à s'occuper à des projets de production locale agricole. Ça me paraît parfaitement rationnel, ça me paraît une évidence, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens devraient être à mi-temps. Déjà, moi, je pense qu'ils devraient être tous chômeurs, parce que je pense que cette industrielle est foutue et qu'il ne faut plus y travailler. Mais je pense que au minimum, vraiment, c'est la seule façon que un peu d'industrie pourrait survivre, c'est de foutre tout le monde à mi-temps et que les gens s'occupent un peu de planter des arbres. Donc, par exemple, il y a le concept d'agroécologie qui veut qu'au lieu d'avoir une agriculture, une monoculture, etc., on copie un écosystème et on intègre au sein d'un petit verger, par exemple, différents types de cultures, culture d'arbres, culture tout petit peu de céréales, un petit peu de plantes vivrières qui sont compatibles avec les arbres, et d'intégrer les animaux à l'intérieur, par exemple des poules qui vont nettoyer le sol, et ça demande énormément disons, un travail
qui ne peut pas être fait par des machines, qui ne peut pas faire par un gros agriculteur. Il demande de lâcher les poules, de regarder qu'elles ne détruisent pas tout, de les rentrer quand elles ont fini, etc., etc. Donc c'est évidemment beaucoup plus intensif, c'est pas possible industriellement. Par contre, ça a une productivité beaucoup plus forte par hectare. Et il est démontré que tous les statistiques montrent, ça c'est pas des choses de hippie machin, c'est les statistiques montrent que plus une ferme est petite, plus elle a une productivité importante à l'hectare. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc dans une toute petite surface de 1 hectare produit qui intégrerait poules, les œufs, etc. Après, par exemple, quand je mange mes œufs, je leur donne les coquilles aux poules et elles les bouffent. Donc déjà, elles ont pas besoin de rechercher tous les contenants pour faire les coquilles. Elles le réingèrent. C'est un circuit fermé. Donc tout ça fait que ce genre de petite, plus il y a la possibilité d'intervenir localement dans ce genre dans la façon de nourrir les animaux et d'essayer de copier les écosystèmes en vraiment s'occupant donc en s'occupant précisément et en observant et en plus on a une productivité à mon avis élevée. Alors il faudrait le quantifier, c'est pas, mais déjà il y a des études qui ont été faites et et c'est pas des études de hippie, c'est des études de l'INRA même qui démontrent que par exemple quand on plante des céréales au milieu des arbres, la productivité est plus importante. À la fois en arbre, donc en biomasse arbre qui peut servir pour le chauffage, etc. Les feuilles peuvent servir par exemple de couvert végétal, c'est très utile, c'est pour faire par exemple pour éviter d'avoir des mauvaises herbes, on peut mettre des feuilles, etc. Mais même la productivité du blé en elle-même est augmentée. Simplement, évidemment, les machines ne peuvent pas le moissonner. Donc c'est évident que industriellement, c'est pas possible. Mais par exemple, s'il y a de la main-d'œuvre, il n'y a pas de problème. S'il y a des gens qui, au lieu d'être au chômage, quand il y aura 50% de gens au chômage, on peut mettre tout le monde à mi-temps et aller un peu faire faucher son blé avec une faux. Moi, je le fais, il n'y a pas de problème. C'est pas compliqué. On n'a même pas besoin, quand on a des poules, de moissonner le blé. On le fait sécher avec les épis, on file ça aux poules, elles se démerdent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas besoin de machine. À partir de là, tout devient beaucoup plus simple. Et ensuite, il y a énormément de ressources que l'agriculture industrielle est incapable de valoriser. C'est énorme. Quand on voit dans les forêts, par exemple ici, il y avait des châtaigneraies là où j'habite. C'est des hectares, il y a 300 hectares sur ma commune de châtaigneraies. Ces châtaigneraies sont en train de crever. Personne ne les entretient, plus personne, parce que c'est pas rentable industriellement. Mais chaque châtaigneraie, ça produit quasiment autant qu'un champ de blé, il faut le savoir. Et c'est énorme. Autrefois, les gens survivaient grâce à ça. Aujourd'hui, on s'en fout. On s'en fout, on a soi-disant un problème alimentaire, mais tout le monde laisse ça pourrir. Ça pourrait nourrir combien de cochons et combien d'êtres humains? Non seulement les êtres humains pourraient manger celles qui sont bonnes, mais toutes les châtaignes péries, moi je les file aux lapins, ils adorent ça, ils les trient, ils passent leur journée à trier, à enlever la partie moisie et ils bouffent le reste. Aucune machine peut faire ça, aucune machine. Donc voilà, ça c'est la preuve par 10 que en fait, l'agriculture industrielle est excessivement inefficace. Son seul but, c'est de dégager un maximum de main-d'œuvre pour s'occuper de tâches soi-disant nobles qui sont souvent liées à des prérogatives de puissance, soit des puissances militaires, etc., de faire de la recherche pour produire des saloperies. Et donc, au final, c'est une machine qui est aujourd'hui inefficace, qui est incapable de s'adapter à son environnement. Et c'est pas le problème de la viande, c'est le problème de l'agriculture industrielle qui est condamnée. Donc elle est condamnée, elle pourra essayer de foutre tout le monde au végétarien, ça ne fonctionnera pas, elle s'effondrera. De toute façon, elle n'est plus capable de nourrir la population, elle n'est plus capable de maintenir son niveau de production, elle n'est plus capable donc elle n'est plus capable elle n'est plus durable et elle va progressivement ne plus être même rentable. C'est-à-dire que le pétrole augmentant, etc., les fermes une à une vont faire faillite, les circuits de mécanisation vont se défaire, il n'y aura plus de pièces de rechange, ça sera trop cher, etc. Et donc il faut passer à autre chose. Et c'est à nous, personnellement, de commencer à s'intéresser à comment notre nourriture est produire et commencer à la produire nous-mêmes et à nous échanger des espèces animales, etc. Commencer dès qu'on a un petit terrain, essayer d'acheter des terres soi-même. Dès qu'on a un petit terrain cultivé, moi j'ai juste 600-700 mètres carrés,
forêt. Ici, j'ai une colonie en Suède, mais là, je vais la laisser tomber, je vais essayer d'acheter des terres. Ici, j'ai très peu, j'ai une petite châtaignère en bas, mais voilà, utiliser, faire son bois, essayer de commencer à planter des arbres, parce que plus tard, il y aura plus, ça va passer du jour au lendemain, il y aura plus de fruits livrés, etc. Et commencer à savoir conserver ses fruits, et recommencer à savoir connaître les espèces qui se conservent, essayer de réfléchir à un verger pour qu'on puisse justement avoir un élevage à l'intérieur, comme savoir protéger ses arbres des poules pour pas qu'elles bouffent tout, savoir reconnaître, par exemple, elles nettoient bien les fraisiers, c'est impeccable, donc ça on peut les laisser, il y a d'autres choses qu'elles abîment, etc. Donc tout ça, ça demandera de commencer à s'intéresser à ces choses-là, essayer de partager des expériences, et voilà, je pense que c'est l'avenir, et ça n'a rien à voir avec le fait de manger de viande ou pas. Et ensuite, il est évident que les animaux, il va falloir apprendre à avoir un autre rapport avec eux. Les animaux sont des personnes quasiment à part entière. Pour moi, je ne fais pas vraiment une différence entre une poule et un être humain. Pour moi, une poule, c'est quelque chose de respectable. Et un être humain aussi. Et bon, malheureusement, je ne tuerai jamais un être humain. C'est pas parce que l'être humain est intrinsèquement supérieur, c'est parce que l'être humain, il peut me tuer, alors que la poule, je peux la tuer, elle ne peut pas répondre. Donc voilà, c'est triste, c'est comme ça. Mais je pense qu'on est obligé de manger de la viande, comme je l'ai expliqué. Et que il ne faut pas en abuser, évidemment, il faut le faire de façon correcte, et je pense que ça nous permet de nous remettre à notre place dans la nature. En tant qu'entité mortelle, il faut respecter, il faut accepter de mourir, et il faut essayer voilà, ça nous remet un peu une place, ça remet une petite dimension de drame dans notre vie qui est très saine en ce moment, où où on flotte un peu. Voilà, donc vive les animaux, et vive la viande quand même. Voilà. Et surtout, mort à l'agriculture industrielle, il faut vraiment que ça se termine.